Ceci est un livre audio autogénéré par Google. En guise de préface. Je déteste toute forme de généralisation ou de typologie. Il est si facile, à partir de son expérience particulière, de formuler des postulats pour accréditer des théories à prétention universelle. C'est ainsi que se fabriquent les idées reçues, les opinions toutes faites, les sophismes, les simplifications qui nourrissent le terreau sur lequel prospèrent l'intolérance, la xénophobie et le racisme. Ce petit ouvrage n'a donc pas la prétention de brosser un portrait de la communauté métropolitaine aux Antilles. Je ne suis pas sociologue et quand bien même le serais-je, je n'ai mené aucune étude, rassemblé aucun témoignage, dressé la moindre statistique sur ses particularités, ses us et coutumes, ses manières de penser et d'appréhender son environnement géographique, humain et culturel. Je suis métropolitain d'origine mais compte 43 années de vie à la Martinique, voilà mon seul viatique. 43 années d'observation et de vécu, d'évolution, d'insertion progressive, d'intégration dans une société et une culture qui sont devenues les miennes au point que je n'aurais pas d'autre formule pour me définir que celle, apparemment paradoxale, de Martiniquais métropolitain. De cette dualité sont nées ces lignes. Car c'est la part martiniquaise de moi-même qui, dans cet ouvrage, voudrait regarder la part métropolitaine. Un regard seulement, jamais un jugement, même si ce regard ne se refuse ni à l'humour, ni à la satire. Il se nourrit bien sûr de mes propres expériences. Comment en serait-il autrement ? Mais il n'est pas pour autant autobiographique. Il est celui du métropolitain. Qu'on me pardonne ce mauvais jeu de mots, mais je n'ai pas trouvé mieux pour baptiser un personnage qui tout à la fois regarde et est regardé est certes un peu son auteur mais davantage le portrait composite de tous les métropolitains que cet auteur a pu pendant de si longues années rencontrer, fréquenter, observer, écouter. Amis, relations, anonymes qui ont peuplé ou traversé sa vie, qui l'ont intéressé, touché, interpellé ou agacé. Un personnage parfaitement fictif, même si les scénettes et anecdotes dans lesquelles il est parfois introduit ont tout un fond de réalité. Je n'ai pas souhaité structurer celle-ci dans un récit global, qui aurait sans doute eu beaucoup de mal à conjuguer intrigue et réflexion critique sans tomber dans la pesanteur démonstrative. La solution de l'abécédaire était peut-être une solution de facilité, mais elle m'est apparue comme la meilleure pour rendre compte des préoccupations nombreuses et variées, graves autant que futiles, qui ont pu monopoliser la réflexion de Politain face aux mille subtilités, complexités et richesses d'une société martiniquaise dans laquelle il vit et dans laquelle il lui a fallu comme tout exogène se faire une place. Je n'ignore évidemment pas les risques inhérents à une tentative littéraire de cette sorte. Certains de mes lecteurs croiront se reconnaître et crieront à la caricature, d'autres ne se sentiront pas concernés, et me reprocheront d'avoir tiré à côté de la cible. On m'accusera peut-être de parti pris, d'avoir donné à la fois dans le partiel et le partial. Je souhaite pourtant qu'on regarde ce petit ouvrage pour ce qu'il est et seulement pour ce qu'il est. Le compte-rendu sans prétention des observations d'un métropolitain sur les congénères qu'il a pu fréquenter en 43 ans, lesquels, allez savoir, ne sont peut-être nullement représentatifs de leur communauté. M comme métropole métropolitain. Mais si, l'auteur n'ignore pas l'alphabet. Pouvait-il cependant commencer par une autre rubrique ? Que son lecteur veuille donc lui pardonner cette entorse à l'ordre établi. Politain a découvert sa métropolitanité lors du voyage initial. Tout à fait par hasard. Dans l'avion, à 10 000 mètres d'altitude. Comme s'il avait été dit qu'il ne pouvait accéder à cette identité primordiale qu'au sein de l'azur éternel où Dieu révéla à Adam son humanité. La révélation se fit par l'entremise de son voisin de siège, martiniquais d'origine, bien que résidant à Puteaux et travaillant à la RATP. Un négropolitain en somme, mais Paul évidemment, n'était pas encore initié au distinguo complexe de la société antillaise. Vous êtes métropolitain ? Façon d'objectiver un contact imposé par l'étroitesse des sièges. D'autant que le dit voisin se portait bien, et empiétait largement sur les 50 cm² qui lui étaient impartis, d'autant qu'il fallait partager la coudoir et passer l'essentiel du voyage bras dessus, bras dessous comme deux jeunes mariés. Métropolitain ? Paul ne sut quoi répondre. Le mot le renvoyait au transport en commun de la capitale. Fugacement il vit l'enseigne où ce vocable est inscrit à l'entrée des escaliers souterrains,
Et bêtement il crut entendre la mélodie et les premières paroles du Poinçonneur des lilas. Les facéties de notre cerveau ne brillent pas toujours par leur subtilité. Mais comme la question posée était une affirmation déguisée, il acquiesça obligeamment pendant que ses neurones cultivés, engourdis par l'atmosphère confinée de l'avion, se mettaient en marche à retardement. Et il s'en trouvait parmi eux qui avaient fait du grec métropolitain métropole, métropolis, métropoli la cité-mère. Eureka! Pour un Martiniquais il était un métropolitain, parce qu'originaire de la cité-mère. Comme ce Martiniquais était pour lui un insulaire exogène. Logique. Va donc pour métropolitain. Va donc pour métro, abréviation que son aimable voisin utilisa bientôt. Vous verrez, vous vous habituerez vite, lui expliqua-t-il quand Paul lui dit qu'il était enseignant et nommé à Fort-de-France. Et puis vous ne manquerez pas de congénères. Des métros il en arrive tous les jours. Il rit. Un bon rire bien franc. Maintenant, ce sont les Martiniquais qui vont bosser en métropole et les métropolitains qui viennent travailler en Martinique, ajouta-t-il. Une phrase sans animosité dans laquelle Paul, qui baignait encore dans les limbes de l'innocence, ne vit qu'un amusant paradoxe. Il le salua d'un rire poli. Plus tard, quand il ouvrit les yeux sur les réalités de la départementalisation et entendit parler du Bumidum, il repensa à cette remarque et en saisit toute l'ironie. Mais il ne pouvait pas savoir, n'est-ce pas? Il était le naïf, l'ingénu, et comme Candide dont il allait faire étudier les mésaventures à ses futurs élèves, il vivait de certitudes simplistes. Entre autres quant à l'affectueuse vigilance de la cité-mère pour ses enfants éloignés. Il ignorait ce que certains mots peuvent receler de perfides réalités. Oui, il y avait des mots piégés. Tels, justement, ces vocables métropole et métropolitain qu'il avait découverts avec la curiosité amusée du touriste dans le lieu neutre et aseptisé de la carlingue d'un long courrier. Ainsi comprit-il bientôt pourquoi beaucoup de Martiniquais parlaient avec application de métropole, quand d'autres s'entêtaient à parler de France. Et parmi les métros qu'il fréquenta, il nota le même clivage bien que chez eux, métropole eut largement la préférence. Laquelle ne découlait en rien d'un patriotisme affiché, mais plutôt du souci de faire profil bas en se gardant des pièges sémantiques. Dans cette optique métropole leur paraissait moins connotée. Car en toute logique, si les Martiniquais les appelaient métropolitains, il était naturel qu'ils utilisent métropole pour désigner leur originelle contrée. Beaucoup d'ailleurs trouvaient à ce terme une connotation justificatrice. Le statut de la Martinique, choisi et approuvé par les Martiniquais eux-mêmes, était d'être un département d'outre-mer, non ? D'outre-mer mais pleinement intégré à la France, avec les mêmes prérogatives que n'importe quel département du continent, comme disent les Corses. Les Martiniquais étaient des Français à part entière, non de nom. Alors, comment fallait-il donc appeler un originaire de là-bas pour le distinguer d'un autochtone ? Français de l'Hexagone continental, métropolitain ? Ce dernier terme l'avait emporté. Il valait ce qu'il valait, mais ne méritait pas le fatras idéologique que certains y mettaient. Paul connut cependant quelques métros grande gueule, qui se faisaient fort de dire tout haut ce que la plupart de leurs congénères prenaient soin de penser le plus bas possible. Pour ces fiers-à-bras scrogneux, il fallait peut-être que les Martiniquais aient la reconnaissance du ventre. C'est vrai quoi, on leur apporte tout et ils se plaignent encore. Qu'ils aillent un peu voir comment ça se passe à la Dominique, à Sainte-Lucie ou à Saint-Vincent. C'est toujours pareil, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la culotte de la crémière. Ainsi pestait fréquemment Georges, l'une des premières relations métro de Paul. On l'entendait en général à la plage quand le tiponche commençait à faire son effet. Ponche ou pas, Georges se voulait un métro désinhibé, un pur et dur qui ne craignait pas, sacrebleu, de nommer un chat. Pas un facho pourtant, pas un adjudant de l'armée coloniale à la retraite, pas un ancien de la guerre d'Algérie avec une taie sur l'œil, non un type qui se voulait de gauche et l'était sans doute, parce qu'en dehors de son cheval de bataille, il était plutôt humaniste. Plus ouvert en tout cas et moins arrogant que pas mal de ses congénères. Mais son sport favori consistait à reprendre tout Martiniquais qui, devant lui, utilisait les mots France ou français. Mais vous êtes français que je sache. Et la métropole n'est pas un pays étranger, non ? Lui faisait-il remarquer avec un rire sonore qui dédramatisait ses propos.
À l'inverse, Paul rencontra des spécimens de métro plus rares mais tout aussi virulents, de ces dinosaures restés coincés entre les bancs de la Sorbonne depuis mai 68, pour qui tout métropolitain sauf eux était un colon français, ou plutôt européen. Cet adjectif stigmatisant plus précisément le complot néocolonialiste occidental, dont chaque originaire de France était le bras armé ou le complice inconscient. Ces subtilités linguistiques et leurs implications politiques n'eurent pourtant qu'une importance momentanée. Paul se rendit vite compte que la population martiniquaise dans son ensemble avait autre chose à faire qu'à classer les gens selon la façon dont ils employaient les termes métropole ou métropolitain. Métropolitain était cependant doté d'une autre acception dont l'usage faisait consensus. J'ai acheté une 4 litres d'occasion chez Renault, expliqua Paul, quelques jours après son arrivée, à l'un de ses collègues martiniquais qui s'inquiétait aimablement de sa bonne installation au pays. Mais je me suis fait entuber par mon vendeur. Quand j'ai soulevé les tapis de sol, j'ai découvert que la tôle du plancher était tellement rouillée qu'on voyait la route à travers les trous. Classique. Je les connais, les vendeurs de chez Renault. Ils n'ont aucun scrupule, surtout avec les nouveaux arrivants. À quoi il ressemblait ton type ? Métro ? Antillais ? Métro ? Antillais. Paul découvrit ainsi la formulation euphémique qui permettait d'éviter l'emploi tabou des adjectifs noir ou blanc. Un métro était donc nécessairement blanc, un antillais obligatoirement noir. Cette simplification sémantique préservait les convenances, lesquelles interdisaient toute allusion trop explicite à la couleur. De ce fait, on pouvait lire dans France Antilles ou entendre sur RFO des avis ainsi formulés. Recherchons Monsieur X, 40 ans, 1,80 m environ, de type métropolitain ou européen. Mademoiselle Y, 22 ans, de type antillais. Dans le premier cas, on précisait ensuite la couleur des cheveux et des yeux, dans le second la pigmentation de la peau. Ces précautions de langage qui prétendaient couvrir d'un voile pudique la réalité crue de la mixité ethnique, avaient, avec les meilleures intentions, des effets délétères. Au lieu d'entériner une bonne fois pour toutes les différences pour mieux les faire coexister, elles inhibaient les individus, les noyaient dans les non-dits et les sous-entendus, donnant ainsi à la question raciale une importance d'autant plus pesante qu'elle était refoulée. Comme beaucoup de métro-novices, Paul fut longtemps prisonnier de ces interdits. À son arrivée, il ne savait pas grand-chose des us et coutumes de la Martinique contemporaine, mais il avait beaucoup lu sur son passé colonial et esclavagiste. Aussi, tout ce qui de près ou de loin touchait à ces sujets sulfureux le gênait au plus haut point. Pendant les premières années, il marcha sur des œufs, s'ingéniant à éviter les pièges, en voyant même là où il n'y en avait pas, bref, refusant systématiquement de se mouiller. Car la seule perspective d'être suspecté de racisme ou tout au moins d'arrogance, l'ulcérait. Non, il n'avait pas renié ses opinions libertaires, il était toujours progressiste, humaniste et farouchement anticolonialiste. En théorie. Seulement voilà, il se trouvait maintenant confronté à la pratique et il n'était plus si sûr que son statut dans l'île fût tout à fait compatible avec ses principes. Car, contrairement à nombre de ses congénères qui préféraient se voiler la face, il refusait d'ignorer que derrière l'apparence et les discours officiels exaltant les vertus émancipatrices de la départementalisation, se cachait une réalité plus équivoque et moins idyllique. Mais il était sincèrement choqué qu'on pût le suspecter d'être un colon arriviste et descendant d'esclavagistes du simple fait de son origine métropolitaine et de la couleur de sa peau. Et il se sentit vraiment blessé quand un mois après son arrivée, il découvrit écrit en grosses lettres sur les murs de la salle des profs, « Baladeurs coloniaux dehors ». C'était un syndicat indépendantiste qui était l'auteur du slogan. Des extrémistes minoritaires comme le lui expliquèrent des collègues autochtones plus modérés, et sincèrement choqués par tant d'hostilité. Mais tout de même, qu'il fût ainsi voué aux gémonies, lui qui ne pouvait être incriminé d'autre péché que de celui de l'ignorance, l'ulcéra fortement. Au moins comprit-il alors tout ce que pouvait signifier, malgré lui, son statut de métropolitain. Une prise de conscience dérangeante. D'autant que pour la première fois, lui qui ne s'était jamais trouvé dans ce type de situation et n'y était donc pas préparé, il se savait appartenir à une minorité ethnique. Combien de métros autour de lui réagir à cette réalité comme à une agression,
se sentant en permanence suspectés et rejetés par une population qui, affirmait-il, ne les accepterait jamais. Quand je me promène à Fort-de-France, tout le monde détourne les yeux, affirmait Jean-Claude, un type doux comme un agneau et pétri de bonnes intentions qui, pour ces raisons mêmes, développa très vite une véritable paranoïa. Ce sont tous des racistes, clamait plus agressivement Dominique, expliquant ensuite qu'il ne pouvait en être autrement, que c'était un racisme historique. Paul, lui, tentait de comprendre. Il voyait bien que les rapports entre des hommes d'histoire, de culture et de pigmentation différentes, ne pouvaient être résolus par des équations simplistes. Parce qu'il n'y avait pas que les deux inconnus, antillais noirs et métropolitains blancs, à prendre en considération. La diversité flamboyante de la société métissée qu'il découvrait sautait aux yeux et une foule de termes était là pour en rendre compte, bien qu'il fût malséant de les employer. Nègres, mulâtres, coulis, négropolitains, métropolitains, béquets eux-mêmes déclinés en multiples sous-catégories nègres rouges, capres, chabins, chapé-coulis, béquets goyaves, vieux blancs syriens. Il lui fallut beaucoup d'années pour en dresser la nomenclature. Et c'est vrai qu'au début, au fur et à mesure qu'il progressait dans ce maquis terminologique, il avait tendance à donner raison aux thèses fatalistes de Dominique. Décidément, la société esclavagiste avait laissé des séquelles qu'on mettrait des siècles à guérir. Mais comme toujours, c'est le contact avec la réalité qui fit évoluer ce jugement. Peut-être parce qu'une foule de hasards lui permit de s'intégrer plus vite que beaucoup de ses congénères, peut-être parce qu'il n'eut pas envie de cantonner sa vie dans le ghetto trop commode des relations exclusivement métropolitaines, peut-être tout simplement parce qu'il regarda autour de lui. Pour s'apercevoir qu'au-delà des clivages désespérants que semblaient impliquer les mots, la société qui vivait devant lui, et qu'elle vit, ne ressemblait ni à la société de caste de l'Inde, ni à l'apartheid d'Afrique du Sud, que bon an mal an, tout un chacun cohabitait plutôt bien avec tout le monde, qu'on pouvait être très noir de peau et défendre farouchement Intégration pleine et entière à la France, être presque blanc et diriger avec virulence un mouvement indépendantiste, être béquet et chanter ou jouer du violon dans un groupe de zouk. Et il commença à se dire que si ce mélange hétérogène fonctionnait quand même, c'était parce qu'au-delà de ces disparités, il baignait dans un liant puissant. Et ce liant, il allait falloir en trouver la recette. Ainsi le métropolitain commença-t-il à faire évoluer sa métropolitanité. Ah, comme arrivé. À peine arrivé, j'ai voulu repartir. Dur les premiers mois ici. Quel cauchemar pour moi aussi. Oyez, braves gens, la complainte du métro nouveau. Une vraie rengaine. Durant ces 40 années de Martinique, Paul l'a entendu jusqu'à satiété dans la bouche de ses congénères. À croire que par étourderie ou pur cynisme, Dieu qui prétendait les avoir envoyés au paradis les avait expédiés en enfer. Des récits d'arrivées apocalyptiques, il aurait pu en nourrir un volume de 500 pages. Par contre, il avait beau se creuser les méninges, des débarquements idylliques, il n'en avait pas en magasin. Sauf ceux hors sujet, des touristes du Club Med avec doudous costumés, fleurs exotiques et planteurs à volonté. La sienne ne faisait que confirmer la règle. Une véritable épreuve initiatique. Comme dans certaines tribus indiennes d'Amazonie, elle avait duré des mois. Et pourtant l'atterrissage. Divin souvenir. L'avion qui, majestueusement, va virer au large du cap Salomon puis lentement, survole à basse altitude la baie des Flamands. À droite, l'anse du Four, l'anse noire, l'anse à l'âne, l'anse mi-temps blottie au creux d'une verdure luxuriante qui dégringole des mornes bigots, la plaine et pavillons. À gauche, l'imposante barrière des Pitons et Fort-de-France qui escaladent leurs flancs, le fort Saint-Louis appareillé pour l'ailleurs, comme les nombreux navires du port chargés de rêves et d'aventures. Et puis, de part et d'autre, sublimée par le soleil vespéral, cette eau d'un bleu profond, ourlée de dentelles nacrées qui vient comme l'avion s'unir à la mangrove, tout au fond de la baie. C'était plus beau que le plus beau des songes que son imagination impatiente avait nourri depuis qu'il connaissait son affectation. Mais quelle perverse manigance! Tout ça pour vous faire retomber de plus haut. Car il y eut soudain comme un trou sous le siège, suivi d'un choc sourd qui fit trembler toute la carlingue. Paul sentit que l'avion, comme un ballon de plage poussé par le vent, rebondissait hasardeusement sur la piste qu'il voyait défiler à une vitesse folle de l'autre côté du hublot. Puis, avec un hurlement démoniaque, l'appareil se cabra et il se sentit écrasé contre le dossier de son siège.
Au milieu de ce chahut de fin du monde, son voisin martiniquais, tout sourire, hurla à son oreille. « Il faut qu'il freine fort, la piste est un peu courte. » Lui, la trouva épouvantablement longue. Quand le Boeing sortit enfin de sa fureur de survivre et qu'il se dirigea vers l'aérogare, pépère comme la papamobile d'un souverain pontife sur l'esplanade du Vatican, la carlingue entière se mit à applaudir. Paul s'essuya le front et fit chorus. Mais franchement, si cet atterrissage méritait une telle ovation, que devait-il en être des autres? Alors commença son chemin de croix. À l'époque, l'aérogare était rudimentaire et ne possédait aucun couloir de débarquement. Il fallait donc parcourir quelques centaines de mètres sur le tarmac pour rejoindre la salle des bagages. À peine avait-il descendu les premières marches de la passerelle, à peine avait-il senti monter le long des jambes de son pantalon l'haleine étuvée de septembre. À peine s'était-il mis aussitôt à dégouliner comme si un joint quelque part dans le système d'étanchéité de son organisme avait flanché qu'en guise de bienvenue, le ciel lui offrit l'une de ses plus généreuses averses. En quelques secondes il fut trempé de la tête aux pieds. C'est donc à l'état semi-liquide ou plutôt semi-gazeux, tant il avait l'impression que le mélange d'eau et de sueur dans lequel il baignait avait une faculté d'évaporation étonnante, qu'il entama sa première queue devant la guérite des fonctionnaires de police. Lesquels, avec une impassibilité ombrageuse, malgré le troupeau fumant, examinaient chaque passeport ou carte d'identité comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art falsifiée. Après 8 heures de voyage, l'esprit un peu chamboulé par les fuseaux horaires, cette formalité ne le choqua pas outre mesure. Mais, au bout d'un quart d'heure, ses neurones commençant l'un après l'autre à regagner la terre ferme, il se demanda enfin pour quelle raison, puisqu'il était censé débarquer dans un département français, il ne pouvait pas le faire sans avoir à justifier de son identité. Quand on prenait l'autocar, le train ou l'avion entre Lyon et Marseille, Paris et Nice, ou Toulouse ou Bordeaux, voire même Ajaccio, on ne vous demandait pas, que diable, de montrer patte blanche. Bref, il fut pourtant reçu à cette épreuve préliminaire sans autre dommage que ceux de sa fatigue et de son impatience. Suivit le premier véritable test. Il eut pour cadre la salle de réception des bagages. Vaste, close et dépourvue de climatisation. Un marin qui travaillait aux machines sur un paquebot de croisière affirma un jour à Paul qu'il y faisait moins chaud que dans la salle des bagages de l'ancienne aérogare. Peut-être exagérait-il, mais vu que sur les quelques 300 passagers peu s'étaient aguerris au fond d'une cale, d'une mine ou devant les hauts fourneaux d'une aciérie, on comprendra aisément à quel violent effort d'acclimatation l'arrivant se trouvait obligé. Maigre consolation, Paul se rendit vite compte que l'idée selon laquelle un indigène, noir a fortiori, résistait mieux à la chaleur, n'était qu'un lamentable préjugé. Pour ça, tout le monde était logé à la même enseigne. Martiniquais ou métro, ça se liquéfiait sans distinction dans ce sauna. Sauf qu'il y avait les habitués et les bisus. Les premiers, sachant ce qui les attendait, avaient pris soin avant d'atterrir de se délester de leurs étoffes tempérées pour ne garder sur la peau que le minimum tropical décent. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà pourquoi, 1 heure avant l'arrivée, les toilettes de l'avion étaient prises d'assaut. Les seconds découvraient soudain que leurs chemises à manches longues, leurs pulls, leurs costumes, oulala, et leurs cravates, quelle horreur, s'étaient métamorphosées en instruments de torture. Pourtant l'épreuve était encore trop douce. Il fallait qu'elle se combinât avec d'autres, subsidiaires mais non moins éprouvantes. La dure conquête des chariots à bagages par exemple. En nombre délibérément insuffisant, ils faisaient l'objet d'une course effrénée dès qu'on avait franchi le poste de contrôle. Et là encore évidemment, les nouveaux étaient les perdants. Paul savait gré à son précieux voisin de l'avoir renseigné. Grâce à lui, il avait réussi à en capturer un. Un handicapé de la roulette, il est vrai. Pour avoir un chariot valide, il eût fallu qu'il montrât plus d'empressement et qu'il acceptât de renier toute éducation pour se ruer sur sa proie au mépris des autres comme le faisaient les initiés. Passons sur la difficulté toute anecdotique qu'il y a à pousser un chariot aux roulettes désynchronisées au milieu d'une foule armée des mêmes engins. L'essentiel était de trouver à se poster quelque part à proximité des tapis roulants dans l'espoir qu'entre 2 passagers à l'affût, le cou tendu comme des hérons au bord d'un fleuve, il put apercevoir ses valises. Et là commençait la vraie torture. Qui pouvait s'éterniser une bonne heure, voire plus,
selon l'humeur des bagagistes invisibles qui officiaient derrière la trappe d'où, comme un reptile hors de son antre, serpentait le tapis roulant, selon l'état de santé du dit reptile qui, eu égard à son grand âge, exigeait de longs moments de pause, selon la place qu'on s'était faite au milieu de la foule impatiente. Paul vit ses valises effectuer 3 longues rotations avant de pouvoir trouver une faille dans la muraille humaine dressée devant lui, selon, enfin, l'apostrophe Aléa qui présidait à l'entrée en scène des bagages. Après plus de 40 ans d'aller-retour annuel, Paul n'a jamais réussi à détecter le moindre soupçon de règle dans la façon dont ils arrivent. Ni les théories du lieu d'embarquement, ni celles de l'heure d'enregistrement pourtant plausibles, ne s'avèrent confirmées par l'usage. Parfois l'aberration va si loin que 2 bagages enregistrés en même temps se présentent à une demi-heure d'intervalle. Au point que cette gueule qui s'ouvre pour les livrer au manège du tapis est devenue pour lui une métaphore de la vie. Le destin choisit de vous jeter là en premier ou en dernier. La chance vous sourit et sa main généreuse vous repêche très vite pour vous conduire au nirvana ou vous boude en vous laissant effectuer 3 ou 4 cycles ici-bas. L'inventeur du tapis à bagages devait être bouddhiste. Cette soumission à la fatalité de la fortune a fini par susciter chez lui une sorte de superstition maladive contre laquelle les arguties de sa raison s'avèrent vains. Une arrivée rapide de ces bagages annonce une année faste, et inversement. Aussi, année après année, à l'impatience de l'attente s'est de plus en plus ajoutée une angoisse indéfinissable, grandissant au fur et à mesure que, corrélativement, s'éclaircissait la foule des passagers autour de lui et celle des bagages sur le tapis. Paul eut évidemment droit la première fois au programme complet. Après 1 heure de guet entre 2 épaules, il commençait à désespérer quand il aperçut tout à coup l'un de ses bagages. Ma valise ? Saisi d'une sorte de frénésie, il bouscula les passagers qui attendaient devant lui, enjamba leur chariot, se rua derrière le trésor qu'emportait le courant, l'agrippa enfin du bout du bras, l'arracha péniblement à la vide attraction de ses flots. Et zut, ce n'est pas la mienne. Il n'eut plus qu'à la rejeter à l'eau. Puis, piteux et vexé, à regagner son poste de guet sous les regards courroucés. Alors qu'il ne restait plus que quelques valises, tristes comme des jeunes filles délaissées au bal des débutantes, il reconnut enfin parmi elles celle qui lui manquait. Nom de nom, il y avait longtemps pourtant qu'il l'avait vue tourner et retourner. Mais elle n'était plus parée du ruban rouge qu'il avait soigneusement lié à sa poignée, pour mieux la reconnaître. Détachée ou chippée par un bagagiste soucieux des tresses de sa fille ou du chignon de sa femme. Ainsi l'épreuve du tourniquet s'avérait-elle une épreuve d'attention et d'acuité visuelle. Et une belle leçon d'humilité, cette valise achetée tout exprès pour qu'elle fût reconnaissable entre 1000 et qu'il découvrait semblable à 1000 autres avec 1000 rubans rouges à la même poignée. Non, le coup du ruban s'avérait un vain subterfuge. Reconnaître infailliblement son bagage exigeait des dons beaucoup plus subtils. Il fallait savoir être à l'affût de l'allure, de l'impression, de l'impalpable, de ce que la fréquentation de votre personne avait pu enrober d'aura immatérielle autour de l'objet. Rares étaient donc ceux qui ne se trompaient pas au moins une fois, surtout quand leur valise était neuve. Quand enfin, tout fut entassé sur le chariot, quand il eut défilé devant la rangée de douaniers heureusement là pour la forme et qu'il entra dans la partie publique de l'aérogare au milieu d'une foule bigarrée venue attendre l'un des 300 passagers qui arrivaient en même temps que lui, il eut l'imprudence de se dire « Ouf ! Ça y est, l'épreuve est finie. » Que nenni ! L'expérience apprit à Paul qu'avant de crier victoire et de se déclarer tiré d'affaire, il fallait d'abord que l'ami qui s'était proposé pour venir vous chercher ne fût pas resté coincé dans les embouteillages, que le logis délaissé quelque temps n'eût pas subi de dégâts, au vent, cambriolage, etc., que la voiture immobilisée au garage ou sur le parking voulut bien démarrer, que le frigo, le congélateur, la machine à laver se remissent en route. Et bon an mal an dans cet ordre de choses, les sans faute se révélaient plutôt rares. Ainsi Paul découvrit-il rapidement l'une des particularités notables de ce pays. Il déteste qu'on le quitte, ne serait-ce que pour quelques malheureuses semaines. Vindicatif, il vous le fait payer. Ainsi, le soir de son arrivée, Paul fut-il bien obligé de s'apercevoir qu'au-delà des murs de l'aérogare et passé l'exotisme des palmiers royaux et des cocotiers échevelés balancés par l'Alizé, des fanfares de grenouilles lui chantant le crépuscule tropical, il y avait la nuit, à 6 heures à peine, la queue devant les taxis,
la traversée des faubourgs de Fort-de-France, glauque à souhait, l'installation à l'Impératrice, seul hôtel du centre-ville Q'. Il avait pu joindre depuis la métropole pour y retenir une chambre, la chambre justement étouffante, avec son ventilateur poussif au plafond, la chambre qu'il ne tarda pas à découvrir occupée, malgré les apparences, par une armée de moustiques invisibles mais redoutablement virulents. La femme d'étage qu'il sonna, en désespoir de cause pour s'enquérir des modalités d'une trêve avec ces hordes assaillantes, lui désigna sur la commode une boîte contenant de curieux serpentins verts dont il n'aurait jamais pu deviner l'usage ni le fonctionnement si, avec patience et bienveillance, elle ne lui en avait pas expliqué la raison d'être et le mode d'emploi. Joignant le geste à la parole, elle en installa un et l'alluma puis se retira, gracieuse, mais peut-être un peu moqueuse, en lui souhaitant le meilleur repos. Paul, qui était affecté d'une hypersensibilité aux odeurs, comprit très vite que la fumée du serpentin le ferait tousser toute la nuit. Mais entre deux mots, il fallut choisir le moindre. Après, il entra dans le labyrinthe kafkaïen des formalités administratives et professionnelles, des agences immobilières, des visites d'appartements, de l'achat d'une voiture. Ça dura des mois à suer sang et eau dans les rues surchauffées de la ville. À la Martinique, ses plages de rêve, son lagon turquoise, ses mornes luxuriants. Et le centre-ville de sa capitale. Non, vraiment, il n'y a jamais de paradis sans enfer. A comme aéroport, avion. Entre métro, la question survient invariablement, presque rituellement. Tu as pris tes billets ? Paul Itin a mis des années pour le remarquer. Cette interrogation lui paraissait naturelle, comme à la plupart de ses congénères. Naturelle et banale. Significative pourtant de l'identité de ceux qui la posent. Elle ne porte pas en effet sur l'éventualité du voyage, elle ne demande pas si l'on part à Noël, à Pâques ou à la Saint-Glinglin, elle l'admet comme un axiome de base. Corollairement, elle ne s'enquiert pas non plus de la destination des 10 billets. La métropole, ça va de soi, inutile de le préciser. Elle entérine ainsi l'existence d'un besoin spécifique à la situation, voire à la nature du métropolitain, celui d'avoir à rentrer 1 ou 2 fois par an. Quand Paul eut le détachement nécessaire pour s'en rendre compte, il se dit qu'il avait peut-être mis à jour l'une des caractéristiques premières de sa communauté, la pérennité de sa relation avec son territoire d'origine. En général, un métropolitain, même s'il passe 11 mois de l'année outre-mer, même s'il y réside depuis des décennies, est habité par une sorte d'atavisme qui lui rend impensable l'idée même de ne pas retourner là-bas, 1 fois par an au moins. Implicitement donc, il se définit comme étant de là-bas bien que vivant ici. Combien de métropoles a-t-il fréquenté qui se plaignaient de leurs difficultés d'intégration et en imputaient la responsabilité à la population locale, alors même qu'insidieusement, tout, dans leur façon d'être, de penser, de parler, proclamait « Je ne suis pas d'ici mais de là-bas ». Cet ethnocentrisme inconscient ou naïf peut transparaître à tout moment. Paul se souvient par exemple, lors d'un repas entre métros, d'une banale discussion sur le coût de la vie. L'une des convives y avait affirmé qu'à salaire égal un hexagonal disposait d'un pouvoir d'achat supérieur à celui d'un Martiniquais. Mais pas du tout, avait répliqué un contradicteur. Est-ce que tu te rends compte quelle économie représente ici l'absence de chauffage ou de vêtements d'hiver ? Même si nous payons 20% de plus sur les produits de consommation courante, sois en sûr, nous sommes quand même gagnants. Et le prix des billets d'avion, alors ? Tu ne l'oublierais pas un peu ? Avait rétorqué triomphante l'initiatrice du débat, vivement soutenue par la majorité de l'Assemblée. Aux yeux de Paul, ce type d'argument était on ne peut plus révélateur. Inclure en toute bonne foi le prix du voyage en métropole dans le calcul du coût de la vie outre-mer, supposer que tout Martiniquais se trouvait dans l'obligation de se rendre régulièrement là-bas, et devait prévoir dans son budget annuel le coût d'au moins un aller-retour. Si Paul avait déjà de la peine à admettre que ce dernier fût de l'ordre de la nécessité plutôt que de la convenance personnelle pour un métropolitain, il l'était donc d'autant moins pour le restant de la population martiniquaise d'origine. Certes, beaucoup d'autochtones avaient de la famille en métropole. Certes, la centralisation à la française obligeait à des déplacements professionnels ou autres, parfois tout à fait imbéciles. Mais tout de même, le commun des Martiniquais ne vivait pas dans la hantise du coût d'un voyage qu'il ne ferait peut-être même pas 1 fois dans sa vie. Quoi qu'il en soit,
Paul a depuis longtemps remarqué que les conversations commensales entre métropolitains comportent presque toujours une rubrique transport. Date de départ et de retour des uns et des autres, coût des billets, mérite comparé des compagnies aériennes, ça vous meuble une bonne partie du repas. Cette habitude l'exaspère. Il se défoule alors en jouant les provocateurs. Vous n'arrivez donc pas à couper le cordon. Il vous faut votre ligne aérienne pour rester accroché à maman. Et votre nombril ici, c'est l'aéroport. Vous y tenez comme une poule à son œuf. Que la Martinique soit engloutie, qu'importe, pourvu que l'aéroport surnage et qu'il y ait encore un avion pour regagner l'utérus maternel. Une ironie plutôt mal reçue. Que prétend-il, lui, avec ses grands airs d'assimilé ? Qu'il le veuille ou non, il est métro et comme les autres métros il a besoin de temps en temps d'échapper à l'insularité. D'ailleurs les Antillais eux-mêmes éprouvent aussi cette nécessité. Et en cas de naufrage du Titanic Martinique, parions qu'il ne sera pas le dernier à monter dans la chaloupe, laquelle d'ailleurs ne sera pas occupée que par des métros. Paul reste assez honnête avec lui-même pour admettre, en son fort intérieur, que tout n'est pas faux dans cette remarque. Il ne nie pas d'ailleurs que, bon an mal an, en 40 ans il a probablement fait plus de 40 allers-retours entre la Martinique et la métropole. Mais là où il s'estime différent de beaucoup de ses congénères, c'est qu'assez vite dans son esprit le sens de la rotation s'est inversé. Il part là-bas et revient ici. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des métropolitains de sa connaissance qui, même s'ils ont passé la moitié de leur vie sur l'île, continuent à rentrer en métropole et à repartir en Martinique. Simple question de vocabulaire ? Pas seulement. Les mots sont révélateurs. Nos racines sont là-bas après tout, proclame Fred, métro de plus de 30 ans d'âge, bien installé dans sa villa de Terville. Les racines, Paul n'a jamais adhéré au mythe. Mais Fred, lui, y tient. Invariablement, quand il revient à la Martinique, il manifeste ouvertement sa joie de retrouver son chez-soi, et invariablement Paul lui fait alors remarquer que son chez-soi est pourtant censé être là-bas. Ce qui ne le trouble pas le moins du monde. Cet ordre des choses lui va très bien, quel qu'en soit l'apparent illogisme. Et Paul n'a rien à redire à cela. D'ailleurs Fred saisit toutes les occasions de nourrir le terreau de ses lointaines racines quand il ne voyage pas lui-même. Pour toutes les relations métro que ce retraité sympathique peut avoir en Martinique, il est devenu le taxi préposé et gratuit qui vous conduit à l'aéroport ou vous en ramène. Personne n'a de scrupule à user de ses services, il aime ça. Un moyen, prétend-il, de voyager un peu lui aussi par procuration. Mais ses talents ne s'arrêtent pas là. Il s'est fait reconnaître depuis longtemps comme le champion du billet d'avion à bas coût. Quand les périodes de transhumance approchent et que dans le troupeau fuse la question fatidique « Tu les as eus à quel prix tes billets ?» Fred, l'œil matois, s'approche. « Je crois que j'ai fait une bonne affaire », annonce fièrement une voix. « Avec un aller le 13 à 22h et un retour le 28 à 13h30, je ne paie que… » « Comment ?» s'exclame triomphalement une autre, « Tu n'es pas au courant des promos. En partant le 14 et en rentrant le 30, tu gagnes. » Voilà l'instant FF comme Fred. L'air détaché, comme s'il consentait à livrer aux non-initiés quelques secrets fondateurs, il susurre. « C'est bizarre, moi. En partant le 11 et en rentrant le 31, j'ai payé. » Effet radical. Instantanément le chiffre qu'il leur glisse à l'oreille transforme l'outrecuidante présomption de ces amateurs en stupeur puis en curiosité ébahie. Pouh, génial. Mais comment tu as fait ? Fred, toujours confidentiel, révèle alors les ingrédients de sa potion magique. Et quand il juge son public suffisamment émoustillé, il conclut « Mais à mon avis, il est déjà trop tard. Des billets à ce prix, ça part vite. » Paul, au début, l'avait pris pour un hâbleur. Grave erreur. Pour lui, Fred était alors devenu un cas. Mais bien qu'extrême, un cas révélateur de ce que chaque métro, y compris lui-même… Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.